Coucou, je m'interromps rapidement pour vous signaler que je réalise que j'ai supprimé des plans après avoir monté. Du coup, j'espère qu'il n'y aura pas un gros trou et que ça sera quand même cohérent. Mais bon, du coup, il y a quand même un peu un trou dans la semaine. Voilà. Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui, c'est mercredi, qui dit mercredi dit bruit d'enfant en fond, mais que serait une vidéo, une de mes vidéos sans bruit d'enfant? Je ne sais pas, donc on va faire avec. Je vais de toute façon être assez rapide, puisque ce matin je suis allée en librairie, je n'ai rien acheté, mais je suis allée un petit peu me faire une wishlist de livres, soit que j'aimerais pour moi en fait, soit pour mes enfants, voilà. Et j'ai vu plein de trucs, j'y suis restée je pense 50 minutes, je suis repartie un peu en courant parce que je devais récupérer mon grand qui était à l'escalade, donc bref, je serais bien restée plus quoi. Mais je suis ensuite allée avec lui à la médiathèque et là j'ai fait des emprunts. J'ai d'abord emprunté Journal d'Assassins, je vous en ai parlé dans la vidéo qui est sortie mercredi dernier sur ma palle du challenge Dévorez-les tous. Voilà, je n'en sais rien en fait, ce que suggère la couverture, donc on verra. C'est tellement court que de toute façon c'est pas un grand risque non plus. J'ai emprunté Un jeunesse, Les poules de John Yeoman, je sais pas si je le dis bien, illustré par Quentin Blake, que vous connaissez sûrement puisque c'est l'illustrateur quasiment attitré de Roald Dahl. Je l'ai pas vraiment emprunté pour moi, c'est parce que mon fils qui a 6 ans et qui apprend à lire et qui se débrouille pas trop mal me fait la lecture le soir. On échange un petit peu les rôles. Voilà, après 6 années où je lui ai fait la lecture le soir, c'est à son tour. Donc on a pris un petit jeunesse, je pense, assez simple à lire, on verra. Ensuite, j'ai emprunté le tome 1 d'Amari qui s'appelle Amari et le bureau des affaires surnaturelles. Je l'ai vu en recommandation sur Instagram. Je ne me rappelle plus qui a recommandé, mais c'était chaudement recommandé. Et le 2 est sorti récemment, je crois. Donc voilà. Encore une fois, je ne sais rien de l'histoire. Je l'ai emprunté parce que je l'ai vu passer, qu'apparemment c'est super, que la couverture me parle, que le personnage sur la couverture est vraiment trop belle. C'est une inspiration comme une autre, hein. Je veux dire, moi j'aime bien être inspirée par les couvertures aussi. Donc voilà, Amari, on verra. Ensuite, j'ai emprunté La maison qui parcourait le monde de Sophie Anderson. J'ai lu le résumé par contre, apparemment ça va être l'histoire d'une jeune fille ou d'une petite fille qui s'appelle Marinka et qui vit dans une maison qui se déplace. Et ça va traiter de ça. Je ne sais pas quels seront les enjeux de l'histoire. Et puis surtout, je pense, pas sûr, mais je pense que c'est d'inspiration peut-être russe. Sophie Anderson est anglaise, mais le prénom de la petite fille, et ça me fait penser à peut-être conte russe, je sais pas, on verra. Et pour terminer, j'ai également emprunté Les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Donc je ne sais rien non plus de l'histoire, enfin j'ai lu le résumé mais ça m'a pas marqué, a priori ça se passe au Japon. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir lu le résumé pour ça j'imagine, pour le comprendre, hein, vu la couverture. Mais bref, et je crois aussi que j'en ai entendu parler en bien, donc ça sera l'occasion de le lire. Voilà, donc on est sur 5 emprunts.
En sachant que j'ai encore tout cela de la médiathèque à lire. Bon, bref, mais ça va, ça avance. En boîte à livres, j'ai trouvé Le secret du mari de Liane Moriarty, que j'ai vu pas mal passer à un moment, il y a quelques temps. C'était l'occasion. Et La chimère d'or des Borgia de Juliette Benzoni. Je ne suis pas une grande connaisseuse de Juliette Benzoni. Je sais que ma mère en lit beaucoup et qu'elle apprécie, donc comme moi j'en ai lu quelques-uns je pense quand même. Mais bref, voilà. Ça sera plutôt du coup de l'histoire, roman historique quoi. Voilà. Et enfin, j'ai bien avancé le chant d'Achille, puisque j'en suis au chapitre 18, page 253. Donc j'ai lu tout ça. Je pense qu'il va pas faire long feu. Et il faudra que je vous fasse un point. Je vais pas trop en parler maintenant encore une fois parce que sinon je ne fais que donner des petits bouts d'infos comme ça disséminés à travers le vlog et on ne comprend plus rien. Mais sachez que j'aime beaucoup ma lecture jusqu'à présent. On n'en est pas encore à ce moment-là vraiment à l'Iliade, à la guerre, mais ça s'approche. Et je vous en reparlerai parce que c'est vraiment une très bonne lecture. Vraiment j'aime beaucoup. Je dois également vous faire un point sur Le désert des couleurs d'Aurélie Wellenstein que j'ai terminé ce week-end et j'aimerais bien vous en parler plus, mais là, vu le bruit de fond et vu les conditions pour filmer, ça sera ce soir ou peut-être demain. Demain, ça va être compliqué. Ça sera peut-être en fin de journée quand ça sera un peu plus possible pour moi de filmer au calme. Et puis de toute façon, là, ce que je vais faire, à défaut de pouvoir filmer, c'est simplement que je vais aller lire Le chant d'Achille, l'avancer. Et puis peut-être le terminerai-je ce soir, j'aimerais bien. On se retrouve plus tard. Je pense que j'ai 5 minutes de calme pour vous faire le point Aurélie Wellenstein, comme ça ce sera fait, ça m'évitera d'y penser. Donc, le désert des couleurs. L'histoire du désert des couleurs, en fait, c'est un monde un petit peu comme toujours chez Aurélie Wellenstein, post-apocalyptique, où, et en gros, pendant un certain temps, les humains tuaient les animaux pour récupérer dans leurs entrailles des pierres précieuses et être riches, quoi. Et en fait, à chaque animal qu'ils tuaient, le désert envahissait de plus en plus la terre, jusqu'au moment où on arrive au stade où la terre entière est a priori potentiellement un désert, composé de sable extrêmement coloré, et en fait, chaque grain de sable représente un souvenir d'un humain. Donc il y a des dizaines de milliers, de millions, de milliards de souvenirs qui traînent sur la terre, et si les humains errent trop longtemps dans le désert leur prend leurs souvenirs un à un, jusqu'à ce qu'évidemment la personne qui a perdu tous ses souvenirs perde la tête en fait. Donc on est à un endroit précis dont je ne me rappelle plus le nom, mais en gros c'est dans un cratère de volcan. Les gens habitent dans un cratère de volcan pour se protéger du désert puisqu'ils sont surélevés et à peu près protégés. Régulièrement ils envoient à travers le désert un humain choisi par le sable ainsi qu'un autre être humain, humanoïde, qu'ils appellent un Mimorian, qui est en fait l'enfant issu de l'union d'une humaine et du marchand de sable, qui est un être mystérieux dans le livre, qu'on ne voit que furtivement et qu'on ne reverra plus, on ne sait pas du tout qui c'est, etc. Donc on est sur un duo, en fait, un duo qui part dans le désert. Le rôle du Mimorian étant de rattraper les souvenirs qui s'échappent de l'humain et de lui redonner ses souvenirs, de manière à ce que l'humain ne se perde pas totalement ne sombre pas dans la folie et l'oubli si vous voulez. Et avec eux, ils emmènent un oiseau spécifique dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui en fait a la capacité de communiquer en morse avec un autre oiseau qui reste dans leur village, et comme ça, les personnes qui sont dans le village peuvent savoir à peu près où en sont les personnes qui sont parties. Là, je vous donne les infos, en fait, c'est pas forcément le début du livre, mais c'est les grosses infos pour que vous puissiez situer à peu près ce qui va se passer. Donc on va rencontrer notre personnage principal qui s'appelle Cabalraï, et donc l'enfant issu d'une humaine qui s'appelle Capella et du marchand de sable.
Donc vous verrez, c'est très particulier la croissance des mimorians. C'est des mimorans ou des mimorians, je ne sais plus. Bref, c'est très très spécial, il y a un petit peu glauque sur les bords. Et donc Cabalraï grandit, puis eh bien, est amené à partir à son tour avec un humain dans le désert pour trouver en fait, oui, ce que je vous ai pas dit, l'objectif de partir dans le désert, c'est de trouver une ville qui apparemment serait à une certaine distance inconnue, où bien, il y a des arbres, de l'eau et où on est protégé du désert. Voilà, puisque l'objectif des humains est de survivre, quoi qu'il arrive. Donc je ne vais pas trop vous en dire plus sur l'histoire et sur les personnages parce que ce serait un peu spoilé. Je vais essayer de faire un point lecture où je n'en dis pas trop, et si je vois qu'il y a des trucs trop spoilants, je ferai comme la dernière fois, je mettrai un petit timer et comme ça ceux qui veulent pas savoir, ils peuvent passer à côté. Donc, ce que j'ai trouvé très intéressant et qu'on a relevé avec Pénélope parce qu'elle l'a lu et on en a un petit peu parlé, c'est qu'il y a une ambiance extrêmement onirique dans cet ouvrage. C'est vraiment très particulier, c'est vraiment très différent, je trouve, de Mère Morte. L'ambiance, en tout cas, est très différente de Mère Morte. Et alors, on parle même pas du dieu oiseau, ça n'a rien à voir. On est dans une ambiance qui est beaucoup plus... on est un peu dans du coton, c'est un peu flou, c'est pas clair. Voilà, c'est onirique, quoi. Et c'est beaucoup moins violent. En tout cas, dans les faits à proprement parler, c'est beaucoup moins violent. Il se passe beaucoup moins de choses qui peuvent heurter de prime abord. Le personnage de Cabalraï est vraiment génial à mon sens. Côté enfantin qui est très marqué dans sa personnalité et qui fait qu'en fait, comme on voit beaucoup de son œil à lui, eh bien, on a une... Déjà, il est toujours motivé, il a très envie de partir, il a très envie de faire au mieux. Il a de bonnes motivations. C'est un personnage très positif. Et il a toujours ce regard un petit peu enfantin sur le monde, même sur les choses qui sont un peu terribles, un peu dures, quoi. Le désert, c'est pas facile. C'est quand même une quête où il sait qu'il n'en reviendra pas, en fait. C'est inscrit, c'est sûr. Donc, si vous voulez, ce regard qui est toujours très positif, très doux, très enthousiaste sur la quête, sur la vie, est vraiment très intéressant. Et je pense, en tout cas, voir ce qu'a voulu faire Aurélie Wallenstein à travers ce personnage qui est mi-enfant, mi-adulte, parce que en fait c'est vraiment ce regard naïf sur les choses et ce regard, vous savez, ce regard d'enfant en fait qui ne comprend pas comment on a pu en arriver là quelque part. Mais c'est vraiment un personnage extrêmement positif et j'ai pas souvenir d'avoir trouvé ce type de personnage dans Mère Morte ou dans Le Dieu Oiseau. Donc c'est différent. Je vous dis, c'est un livre qui est différent. Je ne sais pas dans quel ordre ils ont été écrits. Mais en tout cas, c'est assez différent et c'est peut-être plus accessible, beaucoup moins violent, plus accessible pour les personnes un petit peu sensibles. Malgré tout, je vous dis que c'est très différent, mais il y a un petit côté commun avec Mère Morte, moi j'ai trouvé, parce que c'est comme si on était dans l'autre pendant de Mère Morte. Dans Mère Morte, on est pareil, là, ils sont dans un pays qui est désertique avec des marées fantômes et des fantômes d'animaux marins qui reviennent. C'est comme si on était dans le négatif de Mère Morte. Ça veut dire qu'au lieu d'être cette fois-ci concentré sur l'aspect l'absence d'eau et l'eau qui revient de manière négative, enfin voilà, pour se venger. Là, on est concentré sur l'aspect désert. C'est quand même commun parce qu'on retrouve cet aspect désertique, évidemment, et cette quête des humains pour survivre, en fait. Sauf que si vous voulez, dans le désert des couleurs, on ne sait pas d'où vient la menace. C'est-à-dire, je m'explique que dans Mère Morte, dès le début, on sait ce que les humains risquent, on sait qu'est-ce qui est dangereux et on sait ce qui les menace. Dans le désert des couleurs, et c'est peut-être parce que j'ai déjà lu du Aurélie Wallenstein, je pense que si je n'avais jamais lu, j'aurais peut-être pas attendu de menace. Mais c'est vrai que là, je ne savais pas d'où allait venir la menace, et j'étais vous savez, un petit peu sous tension comme ça, à me demander à quel moment ça allait nous tomber dessus. Donc, il y a quand même un côté commun. Après, je pense que c'est juste un sujet qui tient beaucoup à cœur à Aurélie Wallenstein, c'est l'écologie, évidemment, et ce que va devenir la Terre et l'humanité et les animaux une fois qu'on aura tout détruit, bien évidemment. On retrouve encore une fois une grosse importance de tout ce qui va être syndrome post-traumatique, traumatisme, violence physique et psychologique, mais c'est développé différemment des deux autres que j'ai lus. Encore une fois, j'ai pas tout lu, donc voilà, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont pareils. Mais là, c'est développé différemment parce que c'est pris, comment dire, on ne nous dit pas cette personne a vécu telle chose, donc voilà. On voit des petits éléments, des petits trucs qui font qu'on va y réfléchir. Et quand on connaît un petit peu le travail de Ravenstein, on le voit un peu arriver et Enfin moi en tout cas j'ai très rapidement compris de quoi il en retournait. Mais c'est encore une fois tellement bien fait.
Vraiment, c'est vraiment très bien fait et c'est en même temps très douloureux et très dur parce que en fait chez Aurélie Wallenstein, les personnages sont tellement humains et tellement humanisés et les victimes surtout sont tellement humanisées dans ce qu'ils ont de bon et de moins bon que on souffre avec eux, on souffre pour eux et c'est douloureux de s'imaginer ce qu'ils ont vécu et ce qui voilà. Et c'est vrai que ça c'est des choses qui sont très importantes dans le développement de ces personnages, mais qui sont aussi extrêmement intéressantes. Même si c'est dur à lire, je trouve que c'est important parce que si on ne connaît pas, alors si on a vécu ces choses-là, je pense que c'est peut-être très difficile. Mais si c'est des choses qu'on n'a pas vécues, qu'on ne connaît pas, ou dont on est touché de manière peut-être moins directe que sa personne à soi, ça nous permet, je pense, quand même d'avoir une fenêtre par laquelle comprendre et entrer en empathie avec les victimes et comprendre et ben, ce qui peut se passer en fait, dans une moindre mesure, ça reste de la fiction, mais dans la tête d'une personne qui a été victime de quelques violences que ce soit en fait, tout simplement. Dans Le désert des couleurs, j'ai apprécié autre chose vraiment très fort, c'est la relation que Cabal Rai va tisser avec son binôme d'expédition. C'est vraiment... Alors, je vous dis, Cabal Rai, c'est vraiment à moitié un enfant. Et donc, il a cette façon de tisser des relations qui est très enfantine, mais qui est très saine et très pure. Et du coup, la relation qu'il va tisser avec son binôme est vraiment très belle. Et en fait, parce qu'elle est saine et sincère, si vous voulez. Elle est profondément sincère. Et on. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est assez rare de trouver des relations vraiment saines en littérature, en fiction. Souvent, il y a souvent des choses qui ne vont pas à mon sens. Mais comme je vous dis, là, on est sur un personnage qui est très enfantin, qui est encore, ouais, encore à moitié un enfant, et du coup qui a cette spontanéité, cette douceur, cette vérité en fait, qui fait que, eh ben, ça fonctionne avec l'autre personnage petit à petit, que ça se tisse petit à petit, et le regard que porte Cabal Rai sur l'autre personnage avec qui il part, sur le monde de manière générale, nous apporte vraiment une douceur, il ne comprend pas comment on peut en arriver là, quel que soit le sujet qu'on aborde, mais il ne comprend pas en fait la violence, la méchanceté, la cruauté, l'égoïsme, la vénalité, enfin voilà. Et toutes ces choses-là, il ne les comprend pas. Pour lui, c'est au-delà de ses capacités de compréhension, parce que lui n'est à aucun moment motivé par tout ça, et que vraiment, il est pur en fait. Cabal Rai est un personnage qui est très pur, et qui a eu la chance d'avoir une enfance du fait qu'il était un mimorant, du fait qu'il était un enfant du marchand de sable, en fait, d'être extrêmement choyé par la communauté et donc de finalement avoir une vie, un début de vie facile et qui lui ont permis de garder cette innocence, de garder cette pureté, de garder toutes ces choses qu'on trouve chez les enfants qui ont également cette chance en fait de ne pas être confrontés à la violence du monde adulte et d'autrui quoi. Autre point que j'ai trouvé extrêmement intéressant et qui est spécifique à ce livre, contrairement à l'aspect écologique et l'aspect traumatisme qui est récurrent chez Aurélie Wallenstein, là on a un aspect très particulier qui est développé par le désert en lui-même, c'est tout ce qui va être autour du souvenir et de la mémoire. Parce que si vous voulez, en fait, le rôle de Cabal Rai est de ramasser de manière physique les souvenirs qui vont s'échapper de son binôme et de les lui restituer de manière à ce que son binôme ne perde pas la mémoire. Et en fait, il y a un traitement du souvenir, pas que à travers son binôme, mais même à travers d'autres souvenirs qu'il va vivre, parce qu'il va être confronté en fait, au sable, et donc au sable, aux autres souvenirs. Eh bien, on se rend compte que les souvenirs sont un panel de choses incroyables, des sensations. Quand je dis des sensations, c'est que ce soit la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût, tout ça, il le vit et c'est hyper intéressant. Mais surtout, on se rend compte à quel point le souvenir, c'est quelque chose qui se crée dans notre esprit et qui... comment je pourrais dire ça? Ce n'est pas une vérité absolue. Un souvenir n'est jamais une vérité absolue. Et même si une personne vous raconte un de ses souvenirs personnels, ce n'est pas une vérité absolue parce qu'un souvenir, c'est la construction entre le fait vécu, l'âge qu'on a et la perception qu'on a des choses, parce que quand on est petit, on ne perçoit pas forcément tout, parce que, voilà, et surtout ce qu'on en garde avec le temps. Et il y a vraiment toute cette dimension de la fiabilité du souvenir qui est développée, de ce
qu'on garde, de ce qu'on rejette, de ce qu'on oublie, de ce qu'on modifie, de comment notre cerveau fait, et ça a rapport au traumatisme, comment notre cerveau fait pour développer des techniques de survie quand on a vécu des choses traumatisantes, comment, bref, et il y a tout vraiment, et c'est très intéressant, et je pense que ça devrait être lu par un paquet de monde qui explique aux personnes qui portent plainte des dizaines d'années plus tard qu'elles auraient dû le faire avant. Eh bien oui, mais le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Le cerveau peut volontairement oublier des choses, effacer des choses, modifier des choses. Le cerveau peut décider de prendre et de reprendre et en tout cas de laisser accessible à votre conscience certaines choses et d'autres pas. Le cerveau essaie de faire en sorte que le système survive et fonctionne. Et c'est voilà, c'est humain, c'est pas si simple que ça. La mémoire, les souvenirs, c'est pas une banque de données où on peut chercher comme ça dans une ligne telle date, tel machin, tel truc et ressortir un film exact des choses. C'est pas du tout ça. Et c'est hyper intéressant. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le découvrir au fil de la lecture. Je n'en savais pas grand-chose. Et c'est pas plus mal, je trouve. Après, je suis évidemment à chaque livre que je lis d'Aurélie Wallenstein, je suis de plus en plus fan de et son écriture et le fait de lire de la VO, c'est génial de lire en français, d'être sûr en fait que les mots choisis sont bien les mots de l'autrice, des sujets qu'elle aborde, des thèmes qui lui sont récurrents, des thèmes qu'elle ajoute à chaque bouquin qui lui sont voilà, qui sont propres au livre, de toutes ces inspirations qui sont hyper riches parce qu'il y a plein d'inspirations différentes selon les livres. Bref. Voilà, je trouve ça très riche, je trouve ça très bon et je vais tous me les faire parce que à chaque fois c'est un plaisir, c'est dur, c'est souvent violent, c'est souvent dur, c'est souvent heurtant, ça fait un peu mal hein, à son petit cœur sensible, mais je trouve que les messages sont importants, je trouve qu'elle traite bien les choses, je trouve que... Et surtout d'ailleurs, je vous ai pas dit, je pense que tous les livres d'Aurélie Wallenstein se terminent sur une note qui est plutôt positive, ou en tout cas qui n'est jamais dans le désespoir et la perte et l'échec. Donc, elle montre des choses terribles, noires, violentes, etc. Mais on sent qu'elle essaie quand même de faire en sorte de nous dire, ben, c'est pas foutu quoi non plus. Bref, je suis ultra convaincue par cette autrice. J'adore son travail et je n'ai qu'une envie, c'est de lire la suite. Donc là, j'attends de recevoir Les Loups Chantants, qui est inclus dans ma palle du challenge Dévorez-les tous. Donc j'espère le recevoir assez vite. Et je pense peut-être commencer mon challenge sur ça, ou sur Journal d'un Assassin, qui est très court, un des deux. Mais bref, voilà, j'ai vraiment hâte de lire le suivant, et le suivant, et le suivant, et ça ne s'arrête jamais. Voilà pour Aurélie Wallenstein. Je vous fais un plan parce que demain, à mon avis, demain filmer, ça va être chaud, j'ai une grosse journée. Mais je vais terminer ça. Je pense le terminer ce soir, à mon avis, puisqu'il me reste 200 pages. Voilà. Donc allez, cette fois-ci, je vous laisse parce que j'ai beaucoup parlé et que j'ai beaucoup à lire encore et que j'ai envie de savoir. Voilà. Coucou, alors on est vendredi. Je viens de terminer la lecture du Chant d'Achille. Je vous en reparle juste après. Parce que d'abord, j'ai ça à ouvrir et que je trépigne depuis que je les ai reçus il y a quelques heures, que j'attendais de pouvoir filmer l'ouverture. Donc il y en a un qui sont des livres et l'autre ça n'a absolument rien à voir, mais c'est l'occasion hein, puisque de toute façon c'est un vlog, donc pourquoi pas. Et puis ensuite je vous parle du Chant d'Achille, même si a priori j'aurais bien aimé le digérer un petit peu avant vu que je viens de le terminer, mais bon, vu que je sais pas quand j'aurai l'occasion d'avoir un petit peu de calme pour filmer, je vais enchaîner sur ouverture de colis et Chant d'Achille. Donc là je vais changer de position pour vous montrer l'ouverture et puis après je vous reprends en face cam. C'est parti. Ok, donc j'ouvre le premier, vous allez voir, rien à voir avec les livres. Alors on est sur du rouge à lèvres. Oui, bah oui, pourquoi pas. Je vous le montre parce que je suis contente de l'avoir et que je veux partager ma joie. Donc en fait, pour la petite histoire, je ne mets du rouge à lèvres que pour filmer, puisque dans la vie de tous les jours, mettre du rouge à lèvres quand on a des enfants, et bien le rouge à lèvres en général finit sur les enfants et il n'y en a plus sur la bouche.
Donc j'en mets que pour filmer. Et à force de voir Pénélope avec des rouges à lèvres incroyables, j'ai eu envie d'avoir d'autres couleurs car moi j'ai que du rouge. Donc voilà, j'ai pris des couleurs incroyables qu'on va essayer au fur et à mesure des vidéos. Voilà, et je l'attendais avec impatience. Bref, deuxième colis qui cette fois-ci sont des livres d'occasion. Qui est un livre d'occasion, je pensais qu'il y en avait deux, mais en fait j'ai dû passer 2 commandes et ils m'ont envoyé en 2 fois, je pensais qu'ils allaient réunir. Bref. Donc on est sur une belle brique, mais alors là quand je dis une brique c'est un parpaing en fait, hein. Concrètement, pourtant je l'avais déjà vu passer mais je me rendais pas compte. Ok, donc on est sur Prieuré de l'Oranger que j'avais envie de lire depuis un bout de temps et je l'ai trouvé d'occasion pour vraiment beaucoup moins cher puisque j'ai dû le payer, si je dis pas de bêtises, 10 € je crois. Voilà, je l'ai acheté pour... Enfin, je me suis trouvé l'excuse pour le prendre du challenge. Donc dévorez-les tous. Et comme je l'ai casé dedans, je me suis dit que peut-être qu'il faudrait l'acquérir puisque je ne le trouvais pas en médiathèque. Voilà, donc je ne sais pas bien de quoi ça parle. Je vais vous reprendre en face. On va lire en lecture commune normalement avec Marion de la chaîne Snodza, que vous connaissez sûrement. Parce que quand elle l'a vu que je l'avais commandé, elle m'a dit qu'elle comptait le lire aussi. Et donc bah, c'est l'occasion parce que en fait les lectures communes c'est hyper sympa. C'est hyper sympa de pouvoir débriefer à chaud en fait de ce qu'on lit. On a convenu plutôt en décembre parce qu'elle est un petit peu prise pour la fin du mois. Ce qui n'est pas grave puisque de toute façon j'ai quand même pléthore de livres à lire en attendant. Et que je comptais pas forcément lire celui-là tout de suite. Voilà. Donc j'en attends un autre, 2 autres, puisque j'en ai commandé un autre sur le même site que j'ai commandé juste après. Je pensais vraiment qu'ils allaient réunir les envois, mais bon bref, peu importe. Et c'est pas une surprise, hein, c'est Les Oiseaux du Temps que j'ai déjà lu, j'en ai déjà parlé, ou peut-être pas, je sais plus, mais que j'ai lu en emprunt médiathèque, et en fait j'ai tellement aimé que je veux le relire, et donc j'ai décidé de l'acheter. Comme ça je pourrais le relire autant que j'en aurai envie, puisque j'adore relire les livres. Et j'attends eh bien, Les loups chantants d'Aurélie Wallenstein, qui est aussi pour le challenge. Et en fait, je me rends compte que j'en ai lu 3 d'Aurélie Wallenstein et je n'en ai aucun en ma possession, puisque j'en ai lu 2 sur Next Story et j'en ai lu 1 en emprunt. Donc voilà. Voilà pour les achats du jour. Donc ce que je vais aller faire là, c'est que je vais un petit peu écrire ce que je voulais vous dire concernant le chant d'Achille, de manière à essayer d'être assez concise et à pas m'éparpiller dans tous les sens. Et puis je reviens vous faire un petit point. Voilà, donc à tout de suite. Alors on se retrouve quelques instants plus tard pour moi et tout de suite pour vous pour le bilan de la lecture du chant d'Achille. J'ai essayé un de mes nouveaux rouges à lèvres et je suis trop contente, il est trop beau. Voilà, je vais tout bouger. Donc, le chant d'Achille. J'ai terminé le chant d'Achille cet après-midi, là il est milieu d'après-midi. Et je me suis enchaîné les 200 dernières pages parce que j'ai pas beaucoup lu hier. J'ai lu un petit peu avec Pénélope, mais j'ai pas lu le chant d'Achille. Et là, du coup, j'avais le temps, je me suis dit c'est l'occasion de le terminer. Donc je reviens pour vous en parler parce que c'est un véritable coup de cœur. J'ai adoré ma lecture de bout en bout, très franchement. Je n'ai pas de points négatifs à donner. Donc on va partir sur tous les points positifs. Donc déjà pour commencer, je ne vais pas vous le résumer parce que c'est l'histoire en fait tout simplement d'Achille, de son enfance jusqu'à la fin, donc jusqu'à l'Iliade et la fin de sa vie. Ici, ce qui est très intéressant dès le début et ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait le narrateur c'est Patrocle. Patrocle, selon les mythes, est présenté soit comme l'amant d'Achille, soit comme son cousin. Ici, il y a un parti pris qui est donné très tôt finalement sur ce qu'est Patrocle pour Achille. En tout cas, c'est pas son cousin, c'est sûr. Donc, dans le chant d'Achille, le narrateur est Patrocle et c'est très intéressant parce que, si vous voulez, comme le binôme principal et en fait les personnages qu'on suit de bout en bout tout le temps, le point de vue est uniquement concentré sur Patrocle et Achille. Le fait de suivre l'histoire du point de vue de Patrocle, et c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait Patrocle, il est humain, tout simplement. C'est un humain lambda, c'est un humain, enfin lambda. C'est quand même un prince, mais c'est un humain si vous voulez. Donc il a, en fait, en tant que lecteur, on peut s'identifier à Patrocle, ce qui ne serait pas le cas si le narrateur avait été Achille,
Et d'ailleurs, ça aurait été peut-être compliqué à traiter parce que Achille est quand même un demi-dieu. Sa mère est une Nééride, donc une déesse, quoi. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir pris ce point de vue-là. D'autant que Patrocle, en fait, il est assez peu traité de manière générale. Dans mes souvenirs lointains de cours à la fac de littérature antique, on le voit quand même très peu. C'est juste, en fait, si vous voulez, il sert juste d'élément clé et déclencheur à certains événements de l'Iliade, mais on n'en parle pas plus, quoi. Donc le fait d'avoir pris le point de vue de Patrocle, eh bien déjà ça lui donne une existence réelle, je veux dire, enfin fictive, mais un vrai corps dans l'histoire. Et puis ça nous permet de nous identifier, ce qui est quand même très intéressant. Ce qui est intéressant également, c'est que c'est lui du coup qui va nous faire le portrait d'Achille, et évidemment ça a deux facettes finalement, puisque d'un côté c'est forcément un portrait biaisé, puisque sa relation avec Achille fait qu'il ne peut pas du tout être objectif, mais en même temps c'est aussi lui qui connaît le mieux Achille, puisqu'il passe quand même une très grosse partie de leur vie ensemble, une vingtaine d'années je pense, sur une trentaine, donc ouais, une grosse partie de leur vie ensemble. Donc il est le seul à connaître bien Achille, à savoir décrypter ses réactions, à, à savoir comment dire, interpréter ses réactions, et c'est ça aussi qui est intéressant, puisque ça nous donne une clé de lecture sur un personnage qui est quand même très, très mystérieux, enfin qui... Et en tout cas qui est représenté d'une façon que vous connaissez sûrement, hein. On pense par exemple au film 3, ce genre de choses. Il n'a quand même pas une représentation très positive. Et le fait de le voir peut-être du point de vue de quelqu'un qui l'aime, eh bien ça nous permet de voir l'autre aspect de lui. Parce qu'il y a cet aspect très froid, très distant, très léger, et un peu, comment dire, un peu qui prend les choses parfois on dirait à la légère, et en fait il y a le revers où on le voit discuter avec Patrocle et on se rend compte que c'est pas forcément le cas, et qu'il y a l'apparence et il y a ce qui se passe en vrai en lui. L'évolution qui est menée sur les personnages est aussi très intéressante, parce que ça, quand ils se rencontrent, je crois qu'ils ont 9 ans il me semble, ils sont assez jeunes, et on les suit quand même beaucoup. Il y a un gros passage, un gros développement sur l'adolescence, et c'est vraiment très intéressant parce que c'est très bien mené, c'est vraiment très bien mené à mon sens. Si vous aimez l'action et tout ça, on n'est pas là-dedans du tout, hein. C'est très poétique, c'est assez lent, mais c'est très bien mené parce qu'il y a beaucoup de métaphores par rapport à la nature, de comparaison avec la nature, l'évolution de la nature. On voit les choses d'un point de vue très lyrique. En fait, l'écriture de Madeline Miller est très poétique et, très belle. Et c'est ça qu'on retrouve dans l'évolution des personnages au fur et à mesure. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en commençant à suivre Achille très tôt, on a les clés pour comprendre ses réactions qui sont celles que l'on connaît dans l'Iliade en fait. Parce que du coup, au lieu de passer de spectateurs, nous, de spectateurs, comment dire, qui avons une distance avec Achille et qui le voyons agir d'une façon qui nous paraît peut-être choquante ou aberrante, eh bien on comprend ses motivations profondes, et ça change radicalement le regard qu'on peut avoir sur le personnage. Je vous disais également que l'écriture était très lyrique, ce qui est vrai, mais c'est pas dénué de petites pointes d'ironie et d'humour. C'est très agréable. Je trouve que Madeline Miller, alors c'est une traduction, donc je ne l'ai pas lu en version originale, mais en tout cas en traduction, c'est vraiment, vraiment tellement agréable à lire. C'est comme si je devais donner une comparaison, faire une petite métaphore. C'est comme boire un verre d'eau, ça coule tout seul, voilà, c'est rafraîchissant, ça, voilà, il n'y a pas de moment où, moi, il n'y a aucun moment dans ma lecture où j'ai accroché, où j'ai trouvé qu'il y avait un moment qui était pas à sa place, où vous voyez, vraiment ça va tout seul, ça se lit tout seul. J'ai trouvé que ça se lisait très bien. J'ai pas du tout, pourtant on parle d'un sujet qui est peut-être un petit peu, on va dire, érudit, et on pourrait s'attendre parfois à des complexités, et en fait, c'est pas du tout le cas, et au contraire, elle arrive à faire une force de termes spécifiques, parce qu'à certains moments, pas souvent, mais à certains moments, elle va parler d'un sentiment, d'une chose qui a un nom spécifique en grec, et elle va donner ce nom et expliquer sa définition. Et c'est très intéressant parce qu'on se rend compte en fait que dans d'autres langues et à d'autres époques, on nommait des choses qui pour nous n'ont pas de nom. Par exemple, la relation qu'Achille et Patrocle ont a un nom spécifique, et ça définit un type de relation spécifique. Bref, c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi le terme d'hubris que vous connaissez peut-être, qui revient et qui évidemment est associé à Achille. C'est la colère aveugle, la volonté de vengeance, le fait de perdre
comment dire, de perdre la raison, en fait, de colère et de tristesse. Et voilà, c'est ces petits termes qui sont ajoutés et qui donnent une saveur à la lecture qui est d'autant plus authentique finalement que s'il n'était pas là en fait. Et c'est ça le génie de Madeline Miller, entre autres, c'est de donner une saveur très particulière à cette lecture où on se sent pas du tout dans, comment dire, on est plongé dans le monde grec antique en fait. Et tout ce qu'il y a dedans sert cet objectif. Que ce soit ces termes dont je vous ai parlé, que ce soit la description de vie quotidienne, de vie de routine, d'habitude, que ce soit... Enfin voilà, tout fait qu'on est dedans, vraiment, complètement. On est immergé dans un monde de Grèce antique qui paraît parfois, en tout cas moi qui m'a très longtemps paru assez inaccessible. Et là on est vraiment dedans et bien dedans. Je ne dis pas que tout est parfait, après j'ai pas les connaissances pour en juger. J'ai pas suffisamment de connaissances pour en juger en tout cas. Peut-être qu'à certains moments elle dit des choses qui ne sont pas exactes, qui ne sont pas tout à fait justes, mais je pense qu'il faut être quand même un bon spécialiste pour pouvoir le savoir quoi, et le ressentir. En tant que lecteur peut-être un peu amateur de mythologie, mais pas avec des connaissances non plus incroyablement précises sur la vie grecque antique, ça passe très bien, c'est très agréable et c'est très particulier. C'est vraiment une lecture particulière, différente de tout ce que j'ai pu lire sur des réécritures de mythologie ou même des écritures de mythologie. D'ailleurs, ça se différencie notamment par exemple avec l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, parce que l'Iliade et l'Odyssée, c'est très factuel. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'Iliade, il y a un gros trou en fait où il y a je ne sais plus combien d'années qui sont ellipsées totalement. Alors je ne sais pas si c'est volontairement ellipsé ou si les textes ont été perdus, je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est très factuel, c'est un peu comme la guerre des Gaules, quoi. On est sur du fait de guerre. Et le fait de reprendre ça et d'en faire un roman lyrique, c'est assez incroyable et c'est assez dans l'esprit grec en fait finalement. Pour développer un tout petit peu sur le personnage d'Achille, il est mené d'une façon qui est très différente de ce que j'ai pu lire ou voir jusqu'à présent de lui, je l'ai un petit peu évoqué, mais c'est vrai que Achille en fait c'est un demi-dieu. Donc à tout moment en fait il peut passer d'un côté ou de l'autre finalement de ces deux natures et sa mère souhaite vraiment qu'il devienne un dieu et qu'il rejoigne les dieux sur l'Olympe en fait. Et elle fait tout dans ce but. Mais lui est un humain avec des passions d'humain finalement. Et c'est très intéressant de voir comment il oscille entre cette nature divine, qui fait de lui le guerrier qu'il est, qui fait de lui le personnage très spécifique qu'il est, que ce soit physiquement et même parfois mentalement, mais aussi ses aspects très humains, et notamment sa relation avec Patrocle qui est très humaine, et à quel moment on bascule d'un côté de l'autre, pourquoi, comment, et voilà, c'est très intéressant. Il est pas détestable dans ce livre en fait, pas du tout même détestable. Il est plutôt positif dans l'ensemble, même s'il y a des moments où on ne comprend pas trop ses réactions et on n'est pas forcément tout à fait d'accord. Mais quand on voit comment sont décrits les autres dieux, notamment sa mère, et qu'on le met dans la balance, on se rend compte que même ces réactions qui peuvent nous paraître discutables, en fait, sont tellement minimes par rapport à comment sont les dieux dans ce livre et dans la mythologie de manière générale, que on peut pas le détester, on peut, enfin, même au contraire, je dirais, on apprend à l'apprécier. D'ailleurs, c'est très intéressant aussi parce que finalement, le duo entre Achille et Patrocle, Achille qui est semi-divin, mais en tout cas pour les humains qui paraît divin finalement, et que ce soit physique, son physique, évidemment, il est très beau, il est très grand, il est musclé, c'est un excellent guerrier, il est très très rapide, il est beaucoup qualifié, en tout cas décrit par cette capacité, cette rapidité qu'il a, et Patrocle qui pourrait sembler être l'opposé d'Achille. En tout cas, qu'il l'est physiquement parce qu'il est peut-être très longtemps plus petit, assez maigre, pas du tout intéressé par la guerre, qui est très glorifiée dans la Grèce antique. Pas intéressé par la guerre, pas intéressé par le maniement des armes, qui est assez sensible, qui est plus intéressé par la médecine et ce genre d'art-là. Eh bien, ça crée vraiment un équilibre entre les deux. Équilibre longtemps en faveur d'Achille, mais pas toujours et pas jusqu'à la fin. Et je vous laisse découvrir. Parce que Patrocle, en fait, c'est vraiment un homme incroyable, et pour plein de raisons. Et je préfère vous laisser les découvrir. Et moi, j'ai adoré ce personnage. Et il ne fait... Dès le début, on voit bien que c'est une bonne personne, si vous voulez. Mais ça fait que s'améliorer et être de plus en plus évident et présent au fur et à mesure de la lecture. Et c'est tout à fait passionnant. Bref, je ne peux pas trop en dire sur l'histoire. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai été totalement séduite par l'écriture, j'ai été totalement séduite par l'univers qui est proposé.
J'ai été envoûtée par tous les personnages. On voit beaucoup de personnages qu'on connaît passer. On voit Ulysse, on voit Agamemnon, on voit Ménélas, on voit Ajax, on voit des dieux aussi, on voit Apollon un petit peu. Enfin voilà, on voit beaucoup de personnages qu'on connaît de nom passé. Et c'est très intéressant, mais on est toujours centré principalement sur bien Achille et Patrocle. Voilà, et c'est fascinant. Le seul petit bémol, si je puis dire, que je trouverais, mais c'est à mettre en... c'est à réfléchir quand même, c'est qu'effectivement, il y a peu de femmes et elles ont pas vraiment le beau rôle. Mais on sait que la Grèce antique est extrêmement misogyne, mais voilà, c'est extrêmement misogyne. Et finalement, les seules femmes qu'on va croiser, souvent, elles sont soit abusées, soit ce sont des victimes de la guerre de Troie. La seule qu'on va vraiment voir et avec qui il va y avoir une relation qui va se développer, c'est Briséis, qui va développer une vraie relation avec Patrocle, et c'est vraiment très intéressant. Et c'est un personnage qui est très intéressant. Je comprends bien, évidemment, qu'il est difficile de parler de femmes quand eh bien, il n'y en a pas dans l'histoire de base. Je veux dire, elle réécrit un mythe qui ne contient pas de femmes ou très peu, et qui ont toutes un second rôle. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'être dans ce royaume plein de testostérone et d'hommes et d'hommes et d'hommes et d'hommes et d'hommes, quoi. Mais bon, voilà, les peu de femmes qu'on voit passer, c'est quand même pas joli, quoi. La pauvre Iphigénie, par exemple, la pauvre Andromaque, par exemple, enfin voilà. Je vous laisse découvrir si vous ne connaissez pas qui sont ces personnages, mais c'est pas joyeux. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour le chant d'Achille, parce que j'ai adoré ma lecture, mais que je ne peux pas trop en parler dans la mesure où je ne veux pas trop en dire, et que je sais que je vais mal en parler si je le fais, et c'est pas du tout ce que je veux. Donc je vais arrêter là sur ce livre, et je vous invite vraiment à le découvrir. Moi je l'ai emprunté en médiathèque et je l'ai tellement aimé que je vais l'acheter pour le relire, parce que je suis une très grande relectrice, j'adore relire les livres, et je sais que celui-ci j'aurais envie de le relire, et je sais qu'il va... ça fait partie de ces livres qui vont rester dans ma tête et auxquels je vais penser, et que j'aurai envie de relire dans tous les cas à un moment ou à un autre. Voilà. Je vais vous laisser là pour ce vlog, parce que si je tourne demain matin, ce qui a peu de chance d'arriver, mais bon bref, le temps de monter, de l'envoyer sur YouTube, etc., il va encore sortir trop tard. Donc je préfère vous laisser là et recommencer un vlog. Je pense ceci dit qu'on est quand même bien en termes de taille de vlog. J'ai pas énormément lu cette semaine, mais j'étais pas mal fatiguée, donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai beaucoup moins lu que la semaine passée, mais bon, rien de grave, j'ai adoré mes lectures, c'est le plus important. Là, je vous ai peut-être pas dit, mais j'ai attaqué Capitale du Sud avec Pénélope, on a lu 2 chapitres. Donc j'y reviendrai plus tard, parce que bon, là, j'ai pas grand chose à en dire pour le moment, au bout de 2 chapitres. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les livres dont je parle et ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye bye.